Bonjour à tous et bienvenue pour cette session Rôle Modèle qui s'inscrit dans notre première journée d'Inspire. Alors pourquoi une session Rôle Modèle? Parce que, vous le savez, les valeurs de diversité et d'inclusion sont des valeurs extrêmement fortes chez Microsoft et qui résonnent aussi fortement avec vous tous, notre réseau et notre écosystème de partenaires. Il y a à peu près un an, jour pour jour, nous vous avions lancé un appel pour que vous nous rejoigniez sur cette initiative qui est si importante de la diversité de genre au sein des métiers du numérique. Et pour en parler aujourd'hui, je suis accompagnée d'un magnifique plateau d'invités. Et je suis ravie d'accueillir tout d'abord Delphine Rémy-Boutan, qui est présidente de la JFD. Bonjour Delphine. Bonjour Agnès. Et je vais être aussi accompagnée dans un deuxième temps de nos 3 lauréates que nous avons annoncées lors de notre plénière ce matin. Nos 3 lauréates Woman Role Model 2021. Manon Pernin, tout d'abord, qui est CTO Cloud pour Selenza. Lara Rures, qui est co-founder et CEO de Levia. Et puis Patricia Santoni, qui est Managing Director de Cegid Iberia. Alors, ces 3 femmes extraordinaires vont nous partager leur parcours tout de suite. Mais j'aimerais revenir finalement à ce que nous avions annoncé il y a un an, et c'était des initiatives très variées. Tout d'abord, Jamais sans elle, c'est un engagement fort qu'a pris Microsoft avec l'ensemble de son comité de direction et de ses managers. C'est une initiative qui consiste à dire que nous ne prenons pas la parole et nous n'assistons pas à un événement public s'il n'y a pas une représentation à minima, une féminine au sein de cette prise de parole. Et c'est extrêmement important et je sais que vous avez été nombreux partenaires à nous rejoindre là-dessus. Deuxième initiative que nous étions très contents de lancer, c'était le cross-mentoring. Il y avait eu beaucoup de demandes de la part de jeunes femmes qui, à un moment, avaient besoin d'être aidées dans leur parcours, pouvaient se poser des questions, avaient besoin finalement d'avoir un échange de perspectives. Et ce cross-mentoring, on l'a mis en place tout d'abord avec Microsoft et l'ensemble des sociétés que vous voyez affichées, Capgemini, Devoteam, Tech Data et SAP, qui ont participé aussi au lancement de cette initiative. Et puis finalement, le troisième grand projet que nous avons eu à cœur de lancer, ce sont évidemment les Women Role Model Awards. Alors pourquoi ? On va y revenir très vite avec Delphine, notre invitée, mais parce qu'on ne peut pas être ce que l'on ne voit pas. Et il est essentiel d'avoir des rôles modèles pour pouvoir s'identifier. Alors bien entendu, nous en avons chacun, partout autour de nous, ça semble une évidence, mais c'est encore mieux de les mettre en avant. Et c'est pour ça que nous avons lancé cette initiative. Mais je voudrais revenir d'abord sur quelques chiffres qui sont extrêmement marquants. Certains, vous les connaissez déjà. 135, c'est le nombre d'années à attendre pour parvenir à l'égalité femmes-hommes dans le monde. Et bien entendu, ce nombre d'années qui est juste déjà énorme, c'est accentué avec la crise sanitaire, mais on y reviendra. 53%, j'en suis très fière, c'est le pourcentage de femmes au sein du comité de direction de Microsoft France. On le sait, la parité est compliquée et aussi compliquée au rôle plus élevé et notamment au rôle de management. Et en fait, 50%, c'est le nombre de jeunes femmes que nous recrutons chaque année dans le cadre du programme Aspire. Ce sont les jeunes diplômés qui rejoignent Microsoft. Et c'est vraiment notre ambition de simplement refléter le pourcentage qui existe aujourd'hui dans la société française, à savoir 50% de femmes. Et ça devrait être notre objectif à tous, à tout niveau de chaque société. Alors, avant tout, je voudrais maintenant donner la parole à Delphine. Alors, Delphine, tu es là aujourd'hui pour nous présenter un petit peu la JFD, ton rôle, et puis aussi une très belle initiative. Mais peut-être je vais d'abord te laisser te présenter. Oui, bonjour Agnès, merci de cette invitation. Je suis Delphine Rémy-Boutan, entrepreneur. J'ai fondé en 2013 la JFD, la Journée de la femme digitale. Je rentrais de 15 ans d'expatriation entre Londres et les États-Unis et j'étais très régulièrement invitée à des événements pour parler tech et on s'est aperçu qu'on était seulement très peu de femmes invitées autour de ces tables rondes. Et donc on a eu cette idée de créer un événement dédié aux femmes, présenter, comme tu le dis si bien Agnès, des rôles modèles de femmes qui travaillent dans la tech parce qu'elles sont là, elles existent, il faut simplement les mettre dans la lumière. Et donc j'ai aussi créé The Bureau, qui est le groupe de communication qui produit depuis 2013. Microsoft a d'ailleurs été un des premiers partenaires depuis le tout début, depuis le day one de la JFD en 2013. Et on a grandi
vie avec vous et grâce à vous. Et effectivement, les rôles modèles sont essentiels, on y reviendra. La JFD, qu'est-ce que c'est? C'est un accélérateur de croissance pour les startups, mais aussi pour les femmes qui travaillent dans les grands groupes et qui portent des projets de transformation digitale au sein de leur entreprise. Et il y a beaucoup de travail. On a vu ce qui s'est passé avec cette crise sanitaire qui a accéléré en fait ce qui s'est passé en si peu de temps aurait dû se passer en beaucoup plus d'années. Donc on a été rattrapé en fait finalement par cette accélération. Et donc il faut se rappeler ça, mais on y reviendra peut-être ce nombre d'années. On va regarder un film qui montre aussi que ce chiffre a grandi, mais pas dans le bon sens. Non, malheureusement. Il aurait dû réduire. Et donc, la JFD, c'est 3 actions principales. C'est l'éducation, la formation, parce que il faut, comme disait Sir Robinson, pour changer le monde, il faut commencer par changer l'éducation et aller vraiment travailler dès le plus jeune âge et donner envie, en fait, de découvrir tous ces métiers qui changent le monde grâce à la tech. L'accès au financement, qui est aussi un deuxième axe très important de tout ce qu'on fait à la JFD depuis bientôt 10 ans. Vous le savez, les capitaux risques disponibles dans le monde, c'est 98% des levées de fonds vont aux hommes et 2% vont aux femmes. Donc comment est-ce qu'on fait pour réduire ce gap et faire que plus de femmes puissent accéder à ces fonds pour accélérer leur croissance? Et puis le troisième point qui est les rôles modèles au travers un prix qui s'appelle le prix Les Margaret, en hommage à Margaret Hamilton, cette codeuse informaticienne de la NASA qui a contribué au premier pas de l'homme sur la Lune. Vous avez peut-être vu ce film, Les Figures de l'ombre. Eh bien, c'était elle, c'était toutes ces femmes qui codaient à la main avant que le mot computer devienne un ordinateur et toute cette histoire en fait qu'on connaît. C'est aussi pour rappeler en fait que le numérique, la tech, c'était les femmes. C'était des rôles qu'on donnait principalement aux femmes. Et donc se réapproprier ce secteur qui n'est plus un secteur, mais qui illumine tous les secteurs aujourd'hui. Et ce prix Les Margaret qui existe donc depuis 2013, on l'a fait grandir cette année avec une nouvelle catégorie, Margaret Junior, pour les jeunes filles de 7 à 18 ans. Et on était très fiers puisque ce prix, aux côtés de Microsoft France, s'est tenu sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron et Monsieur Jean-Michel Blanquer pour la partie Margaret Junior. Donc on a révélé ces femmes. Et je vous propose peut-être de voir ce film qui montre ce chiffre et on y reviendra peut-être. On va y revenir, tout à fait. 2120, c'est l'année selon laquelle le dernier rapport du Forum économique mondial de Davos, où la parité sera enfin atteinte dans le monde. Un siècle, 100 ans, 36 500 jours nous séparent de la parité dans le monde. Si on ne fait rien, si on ne trouve pas des leviers d'accélération, ni vous, ni moi, ni vous les jeunes, ne serons les témoins d'un monde juste. Alors, la parité n'attend pas. Prenez le pouvoir, faites les choses, n'ayez pas peur effectivement. De toutes les façons, dans le pire, vous allez rater, vous allez recommencer, c'est pas grave. Les hommes ratent aussi, sauf que pour eux, c'est peut-être moins grave. Donc franchement, vous êtes puissante, allez-y. Donc très belle vidéo. Et c'est vrai qu'il y a un chiffre qui interpelle. On annonce 100 ans dans la vidéo, et en fait, c'était juste avant le début de la crise sanitaire. Et avec cette crise, avec ce Covid, nous avons perdu une génération, en fait. C'est ça, Delphine? Oui, non, mais complètement. Et pour la petite histoire, cette vidéo qui était donc prise, c'était le 5 mars. Moi, je suis tombée malade, j'ai eu le Covid une semaine après. Et là, tout s'est arrêté, ce qu'on connaît, en fait. Et ce chiffre-là, 100 ans, c'est Davos qui l'a effectivement annoncé. Et on pensait que la transformation digitale allait accélérer finalement l'égalité entre les femmes et les hommes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que cette crise sanitaire a été un effet miroir grossissant de ce qui n'allait pas et va en fait nous faire perdre toutes ces années. Donc il faut absolument d'abord, réagir,
dire que ça ne va pas. On est 52% de l'humanité, donc on se doit d'être à 52% dans tous les cercles de pouvoir. Et la tech aujourd'hui, c'est ce nouveau pouvoir. Et c'est important, mais vous avez plein de rôles modèles et vous avez une belle présidente maintenant chez Microsoft. Exact. Et toi, Agnès, et toutes ces on est femmes ravis qu'Aurine était avec nous justement ce matin pour la plénière et c'est notre premier rôle modèle, on va le dire. Et je pense que c'est une formidable opportunité, ces métiers de la tech et du numérique pour les jeunes femmes. On en parlait souvent, on a beaucoup d'initiatives chez Microsoft autour des écoles pour montrer qu'il ne faut pas forcément être ingénieur ou Bac+5 pour embrasser ces métiers du numérique et que les nouvelles opportunités que donne la data, l'intelligence artificielle ouvrent des perspectives extraordinaires pour ces jeunes filles. Et donc ça devrait être un accélérateur, ces métiers du numérique, pour retrouver cette égalité au sein des entreprises. Et les rôles modèles finalement que nous avons rencontrés, et là vous voyez les 9 nominés que je tiens à féliciter encore. Il y avait 3 catégories, il y a eu les rôles modèles entrepreneurship, le rôle modèle leadership et le rôle modèle tech. Toutes ont un parcours extraordinaire. En fait, ça a été plus de 120 femmes qui ont répondu et qui à cet appel de rôle modèle. Toutes auraient mérité en fait de gagner ces prix très clairement parce que leur parcours était juste incroyable. Elles incarnent à chaque fois l'énergie, la volonté, la diversité, la curiosité, des parcours extrêmement différents, des caractères très différents, pas forcément très affirmés, parfois plus introvertis, mais à chaque fois avec beaucoup de profondeur et de valeur. Et je pense que chaque jeune fille, chaque femme peut se retrouver dans ces portraits. Je vous invite d'ailleurs à aller sur LinkedIn, sur Twitter et retrouver les vidéos que nous avons fait de nos 9 nominés qui sont de très beau partage. Et puis, bien entendu, je vais pouvoir accueillir après nos 3 lauréates. Mais j'aimerais revenir, Delphine, sur l'importance du rôle modèle. Tu parlais des Margaret, vous l'avez lancé aussi. Pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui d'avoir des figures qui sont mises en avant et notamment d'un écosystème qu'on n'entend pas forcément, les partenaires IT. Pourquoi c'est si important qu'ils participent? Tu l'as bien dit, on ne peut pas être ce qu'on n'a pas vu. Et plus on aura des femmes qui réussissent, plus d'autres femmes se diront que c'est possible. C'était pour ça d'ailleurs à l'époque qu'on avait créé les chemises blanches, ce mouvement que vous connaissez sans doute, où on avait riposté contre cette double page de Capital qui présentait la Start-up Nation avec 11 hommes habillés en jean et en chemise blanche. Donc nous, on est allé plus loin que juste riposter avec une photo. On a créé une ligne de chemise blanche avec la Redoute, etc. Et je pense que c'est important de ne jamais lâcher prise sur ces sujets-là. Et je salue les initiatives comme Jamais sans elles qui montrent aussi que on a besoin de rôle modèle, on a besoin aussi de s'affirmer. Les femmes entrepreneurs, on le sait, hein, c'est pas simple l'entrepreneuriat. C'est beaucoup de moments très positifs, mais c'est aussi beaucoup de moments de solitude, beaucoup de moments de remise en question, etc. Et en fait, on ne voit que la partie du succès, et on ne voit pas aussi tout ce travail qu'on fait, etc., qui quelquefois est difficile. Et de leur dire à toutes ces femmes, en fait, ce que vous avez fait est juste brillant et on va vous mettre dans la lumière. Rien que ça, en fait, ça fait du bien. Et je pense que toutes les femmes, on a toutes un peu ce défaut de se dire qu'on n'est pas légitime, etc. Et d'être valorisée est ultra important. Plus on aura de femmes qui réussissent dans la tech, et il y en a tellement, et plus on les mettra dans la lumière, plus d'autres femmes se diront que c'est possible. Et dernier point, je pense que c'est important aussi d'avoir des rôles modèles accessibles. Oui, tout à fait. Des rôles modèles qui ne sont pas intimidants. Et c'est pour ça qu'on avait créé cette année la nouvelle catégorie junior. Elles sont incroyables, elles viennent d'Europe, d'Afrique. On va les rencontrer d'ailleurs à la rentrée ici même pour Louise Le Sieur, Xavier Rakowo, Rose Thuot, Manon Van de Bork. Et donc ces jeunes filles sont juste incroyables d'énergie. Et elles sont des ambassadrices de ces nouveaux métiers et de cette nouvelle technologie. On parlait d'intelligence artificielle. Les robots, les intelligences artificielles ressemblent à ceux qui les créent. Et donc c'est pour ça qu'il est essentiel d'avoir cet autre regard. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur, c'est juste un autre regard dont on a absolument besoin. Et il fait bon vivre dans la tech. Il fait très bon vivre dans la tech et encore plus quand on est femme et qu'on a envie et on est curieuse et qu'on est passionné par notre métier. Merci beaucoup Delphine. Dans un deuxième partie, bravo aux 9 nominés, bravo à nos lauréates que je vais accueillir tout de suite pour la suite de cette table ronde. Et donc j'appelle Manon, Lara et Patricia.
Et donc, je suis ravie d'accueillir nos 3 lauréates du Women Role Models 2021 avec Manon qui a remporté le rôle modèle tech, Lara pour le rôle modèle entrepreneurship et Patricia pour le rôle modèle leadership. Bienvenue à toutes les 3. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Ce matin, on vous a remis donc ce rôle modèle. Et donc, la première question que je vais avoir pour vous 3, c'est qu'est-ce que ça représente finalement ce rôle modèle? Est-ce que vous étiez surprise ou pas? Est-ce que c'est important ou pas? Et est-ce que c'est votre premier? Peut-être que vous aviez déjà reçu un rôle modèle avant. Donc, peut-être, Patricia, si tu peux nous dire ce que tu en penses. D'accord. Alors, surprise, on est toujours surpris, on est toujours enchanté de recevoir un prix de ce type. Être une référence, c'est un honneur, hein, c'est une responsabilité aussi. Moi, ça fait un petit peu plus de 20 ans que je dirige les filiales en péninsule ibérique et en Amérique latine de sociétés technologiques, des sociétés d'origine française ou d'origine anglaise. J'ai très longtemps été la seule femme au board. De mieux en mieux sur les dernières années, avec de plus en plus de femmes autour de moi. Et donc ce prix aujourd'hui, en fait, ça matérialise ce besoin qu'on a pour montrer le chemin, pour être une référence, de communiquer sur ce qu'on fait, d'expliquer que pour arriver là, ça n'a pas forcément été la galère, comme on dit si bien, qu'on a mis toute notre énergie, on a mis toute notre passion à pouvoir travailler dans ce monde numérique. Et en fait, cet award, c'est un trésor aujourd'hui pour nous. Très bien. Merci. Manon. Oui, alors tout d'abord, c'est gratifiant d'avoir ce titre. J'ai déjà eu d'autres titres, le MVP, donc Microsoft Most Valuable Professional, mais qui ne mettaient pas forcément en valeur les femmes. Et du coup, là, c'est l'occasion pour moi de montrer un rôle, un modèle, un profil peut-être pour des jeunes filles ou des femmes qui hésiteraient à aller dans la tech. Et donc j'espère que ça pourra donner des modèles et l'envie, en tout cas, à plus de femmes de se lancer dans la tech. Et on reviendra après, évidemment, sur votre parcours à chacune d'entre vous, parce qu'il est très intéressant, très différent, ce qui montre bien qu'on peut avoir des parcours très divers et arriver à de très beaux métiers. Et puis enfin, Lara, ton sentiment? Oui, c'est toujours une surprise. Ça, je crois que l'incertitude féminine fait que je pense qu'on n'y croit jamais vraiment complètement. On est toujours ravis de participer, mais on doute toujours à un moment donné d'y arriver. Donc non, c'est une super surprise, très contente. Moi, je suis c'est un beau symbole de reconnaissance. Je suis entrepreneur dans l'intelligence artificielle, donc plutôt la partie science dure. Il n'y a pas beaucoup de femmes entrepreneurs dans B2B, SaaS, dans l'IA. C'est vrai. Et voilà, il y en a peu. C'est un métier très masculin, enfin, c'est un domaine assez masculinisé, j'en connais pas beaucoup. Du coup, je suis très contente parce que c'est une façon de mettre en lumière quand même nos parcours, nos différences et surtout montrer qu'on peut produire, nous aussi, des startups dans la deep tech qui marchent. Et qui marche très bien. D'accord. Et d'ailleurs, je te propose tout de suite de commencer avec ton parcours. Donc, est-ce que tu peux revenir un peu aux origines? Alors, moi, je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans. Levia, c'est ma 3e start-up. La première s'appelait Dilyssim, la deuxième sélectionniste, c'est la 3e Levia. J'ai commencé par une start-up plus B2C, plus low-tech. J'ai commencé doucement. J'ai pas un parcours d'ingénieur ni une formation d'ingénieur à l'origine. J'étais avocate, donc vraiment quelque chose de très différente. Et donc j'ai commencé avec ce que je connaissais, c'est-à-dire l'e-commerce, les plateformes. J'avais moins un rôle technologique qui est un métier où je devais faire plus de l'intermédiation entre des commerces locaux et des bases de données de clientes. Ça a été un très beau succès. Ça m'a mis le pied à l'étrier. J'ai eu beaucoup de travail, évidemment, mais aussi beaucoup de chance à ce moment-là. Dilyssim a été cédé assez rapidement à un groupe américain qui nous a appris aussi beaucoup de choses derrière sur comment scaler dans un environnement international. Et puis ensuite, ça m'a mis le pied à l'étrier. Et puis j'avais envie, au fur et à mesure, d'aller vers des problématiques un peu plus de rupture et de me mettre un peu en danger. Donc de plus en plus, je vais vers des technos un peu plus difficiles, notamment qu'en étant moi-même pas ingénieur de formation. Du coup, ça me met en danger permanent sur ce que je construis, mais je trouve que c'est la richesse de la tech de pouvoir nous permettre de le faire. Et donc, tu avais quel âge lors de ta première société quand tu as fondé? Il y a 10 ans, donc j'avais, je mens ou je mens pas, j'avais 27 ans, 26 ans. Ouais, très jeune. Ouais. Et aucun doute dans ce parcours?
Ou est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, je redeviens avocate, c'est trop dur? Au tout début, hein, j'avais jamais ouvert un PowerPoint de ma... Et en avocat, on n'est pas formé du tout, ni à la tech, ni au business. On a du travail encore donc, chez Microsoft. J'ai découvert PowerPoint, quand même. Donc j'ai eu des doutes, évidemment, au démarrage, mais c'était un vrai choix parce que si le titre d'avocat, on l'a pour toute sa vie, et à tout moment, je peux retourner poser ma plaque, je savais que je faisais un tel écart de parcours que ça aurait été difficile pour moi de retrouver d'être réembauché facilement parce que les avocats ne comprennent pas, on le fait par vocation et ça montre clairement une rupture dans la vocation. Donc à un moment donné, je me dis, je prends cette décision-là. Certes, c'est une pression libérale, je pourrais y retourner toute seule, mais honnêtement, à partir du moment où le petit élément déclencheur qui pour moi a été le fait d'être incubée, à l'époque c'était dans l'école HEC, ils m'ont pris dans l'incubateur d'HEC, et ça a été l'élément déclencheur, montrant que l'écosystème croyait à mon projet et croyait à moi en tant que porteuse de projet, et je me suis dit, allez, j'y vais. Et j'ai jamais regardé derrière moi, et jamais un jour je ne regrette. Est-ce que tu penses que tu avais ça déjà adolescente ou quand tu étais au collège, au lycéenne? Parce que c'est souvent là aussi qu'il y a des décisions qui sont prises sur des orientations de carrière et c'est important. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui te disait que tu allais à un moment entreprendre ou créer ta société ou aller dans un univers que tu ne connaissais absolument pas, qui est l'IA? Parce qu'à l'époque, on en parlait encore moins, je pense. Ça, je l'aurais jamais signé à un moment donné. Non, je pense que j'ai toujours une soif de liberté très forte, une soif d'entreprendre, le désir et la curiosité de découvrir et de me mettre en danger en permanence. Donc ça, je pense que je l'ai toujours eu, d'être en permanence sur le fil et de tester et de voir si j'y arrive. J'avais envie de me prouver des choses à moi, à mon environnement familial. Et donc ça, je pense que ça qui a été mon moteur. Et j'ai surtout eu moi-même mes propres rôles modèles qui ont été extrêmement forts dans mon parcours, qui étaient ma mère, qui est une super entrepreneure, et notamment dans les filières, dans la formation des femmes, des ingénieurs, et notamment des femmes ingénieurs. Mes grands-mères également, à leur façon, ont entrepris. Et autour de moi, dans ma famille au sens large, j'ai beaucoup d'entrepreneurs. Donc j'avais de toute façon cette envie, cette vision qui était portée par un peu les membres de ma famille, en me disant, de toute façon, j'ai rien à... clairement. D'où l'importance des rôles modèles, en fait. Très clairement, tu étais baignée dans un univers où tu les voyais agir au quotidien. Et... Je les voyais agir, et puis surtout, c'est du coup des moteurs et des supports. À aucun moment, et ça, c'est une chance inouïe. Parce on t'a dit, ne fais pas ça, c'est trop dangereux. Ouais. Ça, c'est le plus dur pour une femme entrepreneur ou d'un homme qui veut se lancer, et la famille les retient, leur dit, mais franchement, t'es sûr, quitte pas ton job, faut pas le faire, faut pas y aller. Et ça, c'est le truc le plus dur à lâcher quand l'environnement familial n'est pas supportif. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont dit, mais allez, au contraire, vas-y. Teste, vas-y, pose, arrête de parler, mets sur écrit et va pitcher ta boîte et puis tu verras ce que ça donne. Non, ça, c'était une chance inouïe. Super. Alors, Manon, un parcours différent? Oui, un peu différent. Donc, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je suis directrice technique cloud chez Selensa, chez qui je suis depuis 6 ans maintenant. Et au départ, je ne me voyais pas forcément aller dans la tech. J'étais en école d'ingénieur plutôt pour travailler dans les énergies renouvelables. C'était une école d'ingénieur généraliste, donc en fait, j'ai eu le choix jusqu'au dernier moment. Et puis finalement, j'étais plutôt douée dans les matières d'informatique. Et du coup, j'ai suivi cette voie. Alors, j'étais un peu hésitante et on était 4 femmes sur 35 en informatique. Et c'était le plus de femmes qu'il y ait eu dans cette filière. Souvent, il n'y en avait aucune, voire qu'une. Et du coup, je me suis lancée parce que justement, je voulais prouver aussi que c'était possible d'être une femme et d'y arriver. Et puis voilà, puis j'ai rejoint Selensa en 2015 en tant que consultante sur les domaines cloud et intégration. Et puis petit à petit, j'ai grandi aussi chez Selensa, donc je suis devenue référente technique en interne et d'un point de vue marketing au travers des articles de blog que j'ai pu écrire, etc. Et puis dernièrement, je suis devenue directrice technique cloud, donc pour porter la vision de Selensa sur le domaine cloud, que ce soit en interne auprès de nos consultants pour m'assurer que les compétences de nos consultants soient bien en phase avec la vision technique qu'on porte, mais aussi à l'externe, donc à travers de la communication qu'on peut faire, d'articles de blog, de webinaires, etc., que tout soit en phase avec la vision technique qu'on porte, et bien évidemment toujours en action chez les clients en tant que lead pour les accompagner dans leur transformation et pour ma part sur les sujets cloud en tout cas. Alors Selensa, un partenaire qu'on aime beaucoup et qu'on connaît bien chez Microsoft. Alors tu dis petit à petit, mais c'était plutôt très rapide, puisque quand même en très peu de temps, tu as pris la direction tech finalement chez Selensa. Est-ce que tu penses que le fait justement d'être une femme facilite le recrutement de profils féminins tech chez Selensa? Pas forcément. Est-ce que tu la perçois comme ça? Est-ce que tu t'en mets tu te mets un objectif par rapport à ça?
J'espère que le fait qu'il y ait des femmes visibles puisse donner envie, en tout cas, à d'autres femmes de rejoindre la tech. Je pense qu'après, il y a des choses qui se jouent beaucoup plus tôt, dans l'enfance, dans l'éducation, hein, pour avoir cette envie d'être dans la tech. Néanmoins, oui, j'espère que ça puisse libérer, en tout cas, certains esprits et se dire que c'est possible et d'y aller, quoi, d'oser. Oui, et du coup, si on remonte à tes années de lycée, tes années de collège, tu voulais déjà être ingénieur ou tu étais juste bonne en maths et que c'était un peu la voie royale, c'est ça? J'étais bonne en maths, j'aimais bien l'informatique, on va dire, sur mon temps personnel, mais je ne me voyais pas faire ça comme métier, je ne me projetais pas du tout comme métier. Et c'est vraiment au fur et à mesure de mes études que mon parcours a évolué, et au fur et à mesure que des portes s'ouvraient. Je n'avais pas non plus forcément connaissance de toutes les possibilités qui s'ouvraient, donc c'est vraiment au fur et à mesure que j'ai construit cette voie. Et Lara faisait référence à ses rôles modèles, elle en a eu beaucoup. Est-ce que toi tu en as eu un ou pas particulièrement? Alors, ma grand-mère qui s'est toujours battue pour la cause féminine, pas forcément dans la tech du tout, ou dans ce rôle d'entrepreneur, mais en tout cas était très présente dans les combats féministes à son époque, et m'a toujours poussée, oui, à m'émanciper, on va dire, par le travail, et que c'était un bon chemin de se battre pour prendre la place. Très bien. Bon, alors Patricia, ton parcours. Alors moi, dans mon cas, le choix du numérique et de la tech, c'était absolument pas le projet initial. De fait, tu as demandé avant, dans tes années de lycée, qu'est-ce qui se passait. Moi, je crois me souvenir qu'un de mes bulletins de seconde, le commentaire des professeurs de mathématiques et de sciences, c'était les mathématiques et les sciences devraient lui être épargnées. Donc, j'étais absolument pas destinée à ce type de carrière. J'ai fait une formation commerciale, école supérieure de commerce, et à la sortie de l'école supérieure de commerce, en général, on attendait tous un stage dans la grande distribution, dans la cosmétique, et moi, j'ai eu cette immense chance de pouvoir commencer ma vie dans le numérique avec un stage chez un grand constructeur informatique, et je suis tombée amoureuse de la technologie, je suis tombée amoureuse du monde tech, et ensuite ça a été le consulting, ça a été l'intégration, ça a été le software, d'abord en France, et puis un jour, quand j'avais 26 ans, le président du groupe de consulting pour lequel je travaillais à l'époque, on était en train de racheter des sociétés un petit peu partout en Europe, vient me voir dans mon bureau et il me dit « Santoni, vous voulez partir en Espagne ? Vous vous sentez les épaules de prendre la co-direction générale d'une des entreprises ?» Et là, à ce moment-là, on se dit, j'y vais pas, je fais mon plongeon dans la piscine, je prends mon risque, comme a dit avant Lara, et oui, j'ai dit oui. Donc ça fait 20 ans que je suis en Espagne, ça fait 20 ans que je dirige comme directrice générale avec des équipes plus ou moins grandes, mais sur des sociétés de taille importante, des multinationales, le business en Espagne, au Portugal et en Amérique latine. Je baigne dans la tech tous les jours et j'ai pas été formée à la tech. J'améliore tous les jours mon vernis. Heureusement, j'ai mes équipes qui m'expliquent ce que c'est que l'intelligence artificielle, ce que c'est que le blockchain, comment on vend de la tech et comment on accompagne nos clients, nos partenaires dans l'évolution numérique, et j'adore ça. Ça a été dur, ça n'a pas été dur, c'était un risque. Moi, je ne l'ai jamais senti comme ça, hein. J'ai toujours eu cette sensation d'avoir été très soutenue par mon entourage, d'avoir pris des risques en ayant des mentors, hommes, femmes, mais des gens qui m'ont guidée sur ce chemin-là. Et finalement, la tech m'a alimentée au jour le jour, et la tech est un peu devenue ma raison de vivre pour prouver aussi que dans un secteur où les femmes ne sont pas très présentes, on peut prendre des rôles de leadership sur des compagnies de plus en plus grandes et être le capitaine du bateau. Et d'après toi, qu'est-ce qui a fait qu'en fait, on t'a proposé à toi, jeune aussi, à ce moment-là, de prendre une direction générale dans un autre pays? Est-ce que tu avais provoqué cela? Est-ce que tu en avais fait part, le désir? Est-ce que tu étais demandeuse, ou est-ce que c'est juste la compétence qui a été retenue? C'est important aussi de comprendre les ressorts derrière. Je pense, comme l'a dit Lara avant aussi, que on respire
quelque part notre volonté du risque, cette curiosité, cette nécessité peut-être de ne pas être dans notre zone de confort, et puis la capacité peut-être à prendre des responsabilités, à être l'honneur des business qu'on dirige, que ce soit en local ou dans un pays à l'international. Nos responsables, à l'époque, le directeur général de la compagnie, cherchait des gens qui étaient prêts à être différents, qui sont en rupture peut-être avec les dirigeants des sociétés qu'on était en train de racheter. C'était l'Espagne, c'était un monde d'hommes. Dans la tech, c'était un monde beaucoup d'hommes, et envoyer une jeune manager de 26 ans, c'était la rupture totale. Et c'est vrai que sûrement cette volonté, ce pas en avant naturel de dire moi j'ai pas peur, oui j'y vais, ça a été le début de l'aventure. Très bien. Alors, à vous entendre toutes les trois, on a l'impression quand même que c'est un long fleuve tranquille. Enfin, tout est enchaîné facilement. Alors, je suis sûre qu'il y a eu des moments de doute, des bloqueurs, comme on dit, à un moment où, alors pas forcément le plafond de verre, mais des difficultés qui sont peut-être inhérentes à un parcours quel qu'il soit, homme ou femme, peut-être plus liées au fait que vous soyez femme dans un monde d'hommes. Est-ce que vous avez un exemple à donner ou pas? Je ne sais pas. Commencer par toi. Oui, non, évidemment, hein, le chemin est rarement linéaire, droit, jusqu'au sommet. Donc non, on avale des couleuvres un peu par moment quand même. Les principaux bloqueurs que j'ai vus, au début, c'était l'âge. Plus qu'être une femme, enfin, je l'ai plutôt ressenti comme ça. Hein. J'étais jeune quand j'ai monté ma première boîte. C'était plutôt la jeunesse, plutôt que le fait d'être une femme qui jouait, mais en même temps, ma société me représentait. On avait monté un site d'offres, de proximité qui était plutôt destiné à une clientèle féminine. Donc je représentais tellement mon produit que je pense que le fait d'être une femme était plutôt quelque chose qui nous a beaucoup aidés. En changeant au fur et à mesure dans les années d'industrie, en allant vers des sujets plus B2B, SaaS, sur lesquels on attend moins une femme non ingénieure à la tête de projet, là j'ai rencontré un peu plus, je trouve, de difficultés à asseoir une certaine crédibilité. Alors peut-être que en réalité c'est que dans ma tête et qu'il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si c'est dans le regard des autres. Je n'ai pas vraiment toutes les clés pour comprendre ça, mais je pense que l'image qu'on renvoie ces femmes n'est pas forcément évident et on a du mal à les attendre à cet endroit-là et à leur faire confiance. Et je pense que un principal bloqueur, ça peut être ça peut être ce problème éventuellement de crédibilité quand on n'a pas exactement le parcours attendu au poste dans lequel on nous attend. Et on a envie généralement des gens dans des cases, et donc on s'attend à ce qu'ils ressemblent à une certaine forme, et quand on n'est pas dans ce moule-là, du coup il faut savoir contourner et jouer de ça. Donc là, je pense que c'était un des principaux bloqueurs. Et puis après, au-delà de mon cas à moi, je sais que le financement des femmes est compliqué. Je crois que Delphine en a parlé, et mon associée Tatiana est très impliquée avec Sista sur ces sujets-là, de comment aider les femmes à être mieux financées. Et ça, c'est important. J'aimerais bien qu'on puisse approfondir un tout petit peu quand même de ce sujet, parce que c'est vrai qu'on le voit beaucoup, le financement est extrêmement compliqué pour les femmes. Pourquoi? Est-ce que c'est encore un manque de crédibilité, de légitimité? Parce qu'après, c'est un business model, finalement, qu'on juge, et non pas le sexe de l'entrepreneur derrière. Donc ça reste un doute. Personne se dit non, c'est une femme, j'y vais pas. Non, ça c'est sûr que je n'y crois pas. C'est pas grave. Non, je pense que c'est plutôt plein de petites choses, une expression de l'ambition qui est différente chez la femme. Elle n'a pas forcément les codes des investisseurs qu'elle va avoir en face d'elle. Souvent, les investisseurs sont des hommes. Alors, ça se féminise de plus en plus. Hein, c'est dans l'industrie du capital risque, et c'est une bonne nouvelle. Mais très souvent, encore ces dernières années, elles étaient face à des hommes qui avaient un profil différent. Et donc, du coup, peut-être qu'il y avait une rencontre qui était plus compliquée à faire. À un moment donné, c'est aussi de l'intuitif personnel. Est-ce qu'on a envie de travailler ensemble ou pas? Est-ce qu'on ne se ressemble pas, qu'on n'a pas fait les mêmes écoles, quand on n'a pas le même âge, qu'on n'a pas le même background? Parfois, cette alchimie se fait moins. Je pense qu'il y a également aussi, j'en reviens un peu sur le sujet de la légitimité. Est-ce qu'on fait confiance à des femmes pour piloter des boîtes tech, SaaS, quand elles ne sont pas elles-mêmes ingénieures? On préfère évidemment financer exactement l'archétype de l'équipe de founders qui va bien avec le CTO, le directeur. On a plus l'habitude de voir ça, et donc quand on est différent, du coup il faut convaincre, et je pense que les bloqueurs viennent de là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les stats montrent que, et je pense que ça va changer, et c'est bien que Sista ait mis le doigt dessus, aujourd'hui les projets portés uniquement par des femmes, parce que c'est différent quand on est une équipe mixte ou 100%
masculines ou 100% féminines. Quand les projets sont uniquement portés par des femmes, il y a uniquement 2 à 3% des fonds qui sont alloués à ces équipes-là. Pour milliards de raisons, l'expression de l'ambition, le fait qu'elles sont pas... Peut-être même elles y vont pas, parce qu'on peut-être... En fait, c'est ça, est-ce qu'il y a une demande qui est au même niveau, c'est-à-dire... Peut-être qu'elles y vont pas, peut-être qu'elles demandent moins d'argent, parce qu'elles n'ont pas été formées à aller exprimer ce besoin-là. Évidemment, alors, à chaque fois, on dit la même chose, que les BP sont moins ambitieux parce qu'elles sont plus réalistes et elles montrent ce qu'elles vont délivrer parce qu'elles pourraient délivrer dans 10 ans avec des hypothèses et si, et qui du coup peut-être freinent certains. Donc voilà, il y a plein de petites choses. Évidemment, le fait qu'à un certain âge, il y a aussi le poids de la famille qui rentre en jeu. C'est des femmes entrepreneurs ont aussi le droit d'avoir elles-mêmes leur propre famille. Et peut-être que pour certains, on se dit c'est pas le bon moment, l'hypercroissance qu'on va chercher quand on va lever des fonds. Est-ce qu'elles peuvent est-ce qu'elles peuvent s'engager à ça quand elles ont elles-mêmes leur propre famille à porter? Voilà, c'est des questions légitimes, hein, mais je trouve qu'il faut aussi poser aux hommes. Hein. Ils ont aussi envie de s'occuper de leur famille, comme aujourd'hui, cette génération. Donc la question devrait se poser aux deux. Voilà. Mais en effet, il y a encore des... Et du coup, la grande question, est-ce qu'il faudrait arriver à des quotas? Parce qu'aujourd'hui, on en a dans certaines entreprises, on en a dans les boards, hein, ça y est, c'est passé. Est-ce que ça voudrait dire que dans le financement, il faudrait être intentionnel, ou en tout cas que les fonds d'investissement se posent la question et puissent être un petit peu challengés sur le fait que, tiens, finalement, vous avez financé que 1 ou 2% de vos projets sur cette chose, ou pas? La question des quotas, elle est délicate. Elle est extrêmement clivante. Je pense que moi, de toute façon extrêmement rationnelle, j'ai l'impression que là où il y a eu quotas, il y a eu progrès. Donc, et je crois que quasi systématiquement, donc ça aide. Le moment venu, je suis pas fondamentalement pour, mais je pense que pour que les choses changent, on n'a pas le choix, sinon ça ne changera pas. En fait, on l'a vu. S'il n'y avait pas eu tous ces quotas-là, on n'aurait pas aujourd'hui des conseils d'administration avec des femmes. Enfin, donc, il faut que les choses changent. Donc, il y a un forcing factor en fait pour obliger le droit de vote des femmes. Il faut à un moment donné qu'il y ait des choses qui changent. C'est une évidence que les femmes puissent voter, mais il y a 50 ans, plus de 50 ans, c'était pas encore si évident que ça. Voilà. Donc, je pense que si on veut que les choses bougent rapidement, on n'a pas le choix. Maintenant, si moi, en on tant est que femme, j'ai pas envie de rentrer dans un quota. quota. Oui. J'ai pas envie, ça m'énerve, ça me rend dingue. Et d'ailleurs, je préfère être rôle modèle entrepreneur parmi plein de mecs. mais c'est comme ça, et je pense que les quotas peuvent faire bouger les lignes, et c'est le principal, c'est construire ces femmes rôle modèle. Il en faut plus. C'est pas pour qu'il y en ait plus, il faut les... Si ça peut te rassurer, je pense que tu aurais été rôle modèle, même si c'était pas simplement exclusivement féminin. Donc, évidemment. Alors, Manon, à toi. Donc, tu es beaucoup plus jeune, tu as un parcours qui est plus récent, mais forcément, tu as dû avoir aussi un bloqueur ou quelque chose qui t'est remis en question. Un peu comme Lara le disait, c'était au départ, parce que j'ai été consultante du coup à l'âge de 22 ans. Donc, je ne sais pas toujours si c'était lié à l'âge ou lié au fait que je sois une femme, mais en tout cas, je voyais que parfois, il y avait un peu de doute ou de surprise de regard de mes interlocuteurs et qu'il fallait faire ses preuves. Et ça a été aussi un moteur de faire mes preuves. Et je pense que la tech, pour ça, c'est en tout cas, par rapport à mon parcours, c'était un moyen assez simple de faire ses preuves, parce que le code ne ment pas. Et donc, quand on est vraiment dans ces rôles-là, on peut faire ses preuves par du concret et être jugé, on va dire, de façon totalement neutre par rapport à ça. Et voilà, ça m'a motivée aussi à passer des certifications, à communiquer, à écrire des articles de blog pour avoir ce fameux titre MVP, parce que c'était autant de tampons, on va dire, sur mon CV pour dire oui, je suis jeune, je suis une femme, mais regardez, j'ai ces preuves. Tu avais ce besoin quand même de trouver une légitimité encore forte en la renforçant par plus de diplômes, plus de... Pour asseoir ton... Ça a été un des bloqueurs au départ. Et maintenant, on va dire qu'il y a quand même toujours parfois un petit peu de syndrome de l'imposteur, mais lié au fait que le domaine de la tech est de plus en plus large. Il y a de nombreuses compétences, de nombreux champs, avec l'IA, la data, on va dire le développement plus traditionnel ou qui existait depuis plus longtemps. Et donc, on ne peut pas être expert sur tous les domaines. Et il faut savoir aussi s'appuyer et former une équipe pour renforcer toutes les compétences. Et ça, parfois, le fait de se dire je ne suis pas experte sur ce domaine, on peut avoir ce réflexe de manque de légitimité, et il faut réussir à combattre ça et à se dire qu'on ne peut pas de toute façon être expert partout. Et je trouve ton témoignage intéressant parce que, alors c'est vrai qu'on peut voir des femmes très décidées, très engagées, et puis je pense que tu incarnes aussi par ton profil, le côté de perfection, d'aller chercher la perfection, de cocher toutes les cases, et c'est très féminin ça, on le sait très bien dans nos parcours.
on se pose beaucoup plus de questions sur notre légitimité à prendre tel poste, etc. Donc je voudrais pas faire trop de généralité, mais c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui est noté comme pouvant être un frein à arriver. Donc tu es arrivé à passer au-delà. Pour les 10 années à venir, tu vois encore des doutes, ou est-ce que tu penses que tu te renforces jour après jour et que là, ça va être de plus en plus facile, entre guillemets? Non, je pense que le parcours jusqu'ici m'a prouvé que c'était possible de dépasser ça, et donc ça va être un peu plus simple. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'obstacles, je pense qu'il y en a toujours, mais en tout cas, il y aura cette preuve par le passé qui fait que voilà, je pourrais me dire je l'ai fait à un certain moment, donc ça va être possible, et il y a pas, même si c'est d'autres sujets, ça va m'aider en tout cas à aller plus loin, effectivement. Bon, et Patricia, alors, toi? La courbe d'apprentissage, c'est important, hein, c'est ce qui nous permet année après année d'être de plus en plus confiants. Moi, je crois que le premier bloqueur, c'est nous-mêmes. Hein. Le deuxième, c'est les idées préconçues, et puis le troisième, la culture un petit peu. Donc comment ça se matérialise, ça je crois que si vraiment on fonce et on ne fait pas fi de ces bloqueurs, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, il y a un poète français que j'aime bien qui s'appelle Char, qui dit impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. Et en fait, c'est très vrai ça. Hein. Si nous, on ne pense pas qu'on peut y arriver, on est notre premier bloqueur. Si ensuite on pense que les idées préconçues, c'est une jeune femme, elle ne va pas y arriver, c'est une jeune femme, comment va-t-elle diriger une équipe de 100, 200, 2000, presque 100% constituée d'hommes, comment va-t-elle asseoir sa crédibilité? Elle a 26 ans, elle va sûrement vouloir avoir des enfants, comment on va gérer ce moment-là? Et finalement, tous ces obstacles-là, si l'obstacle 1, à savoir on n'a pas peur, on prend le risque, et l'obstacle 2 sont résolus, c'est des moments de notre parcours qu'on résout très facilement. Parce que on commence à se rendre compte que justement on a une référence, qu'il faut qu'on forme nos équipes à côté, que quand on va être enceinte, dans mon cas, de Elia et de Luna à 20 mois d'intervalle, il y a des solutions. On n'est pas indispensable, on peut gérer des choses à distance, la vie ne s'arrête pas, et que notre famille aussi, elle contribue à faire que petit à petit, on a ses responsabilités, on peut gérer nos sociétés en étant une femme, mais en ayant aussi cette capacité à être, comme je dis, l'architecte de notre conciliation. Hein. Il n'y a pas de... y a pas de différence génétique qui fasse que nous, on puisse moins bien le faire que les hommes. Peut-être plutôt dans l'autre sens, d'ailleurs, hein, je pense. Ou l'inverse. Alors, il y a quelques années, je me rappelle, il y avait un livre qui s'appelait « Les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars », ou un truc comme ça, non et qui expliquait que nous, de toute façon, depuis le début, on était dans la caverne et les hommes partaient chasser, et que donc ça développait un certain nombre de compétences de manière ancestrale ou de réactions qui définissent comment aujourd'hui justement on aborde notre capacité de leadership, quelle qu'elle soit, dans toutes les situations. Et finalement, moi je crois vraiment que c'est l'éducation, la communication, c'est pour ça que ces prix sont si importants, qui permettent de résoudre tous ces obstacles. Faire, montrer comment on fait, raconter ce qu'on a fait, raconter qu'on a pu se tromper. Plus on se trompe, plus on apprend, et plus on grandit. Et là-dessus, on n'a pas de différence entre les genres. Alors c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, dans le monde numérique, avec cette vague de transformation qu'on est en train d'aborder, on a, nous, les femmes, là, un atout très fort, parce que cette capacité d'adaptation, cette capacité à jongler et à gérer à la fois tous les fronts, cette capacité à communiquer, même quand on peut pas communiquer. Moi, j'ai commencé à voyager en Amérique latine. Mes filles avaient 5 et 6 ans. Teams n'existait pas encore, mais il y avait un début d'autres solutions sur le marché. Et elles me disaient, maman, nous, on va dîner. Toi, tu prends ton petit déjeuner, non et en fait,
on accompagne ce changement grâce à cette capacité d'adaptation et de jonglage qu'on a développée au cours des années, mais qui pourrait être tout à fait aussi la situation d'un papa ou d'un homme qui aurait pris la décision d'avoir une présence significative dans l'organisation de la vie familiale. Il n'y a pas de... Là-dessus, il n'y a pas de... J'aime bien ce parallèle que tu fais, parce qu'en fait, on est rôle modèle d'abord pour nos enfants. Et le principe de l'éducation, parce que vous avez quand même un point commun, toutes les trois, hein, vous avez des parcours très différents, mais vous avez baigné dans un univers finalement familial, où on vous incitait à prendre place, à prendre parole, à être autonome, et vous avez été un peu quand même bercé par cela. Et je pense que c'est important, donc à tout le monde, on est d'abord le rôle modèle de nos enfants, donc tout ce qu'on fait, ils absorbent, hein, on le sait bien, ce sont des éponges, ils nous regardent voir comment on surmonte des difficultés, comment on échoue, comment on se relève, comment on prend et on repart. Et je pense que ça les nourrit aussi. Et ça fait des générations, peut-être plus d'entrepreneurs qui osent sortir de la caverne et qui se poseront moins de questions. Donc voilà, comment justement vous allez concilier, et ça sera peut-être là-dessus que j'aimerais terminer, parce que c'est toujours la grande question, vie professionnelle, vie personnelle. Certaines d'entre vous sont mamans, pas toutes, hein, je ne sais pas encore. Moi, personnellement, j'ai 4 enfants, voilà, et j'étais aussi partout, voilà, et on y arrive très bien finalement. Donc, il ne faut pas que ça soit un frein. Est-ce qu'un petit message de conclusion là-dessus pour les jeunes femmes qui nous écoutent ? Oui, moi là-dessus, je vais être très rapide. Moi, j'ai 3 filles aussi. Je les ai faites en montant des boîtes en parallèle. Mon seul conseil, c'est faut pas choisir. Il n'y a pas de bon moment pour le faire. Exactement, ça, je suis tellement d'accord. Je pense que renoncer à la maternité ou renoncer à son désir d'émancipation professionnelle, c'est trop douloureux. Et donc, quitte à le faire, il faut le faire ensemble. Et ça se concilie bien. On y arrivera toujours. Bon, Manon, à venir. Moi, Patricia. Non, mais c'est vrai ce que dit Lara. À partir du moment où on pense qu'on fait un choix, on est déçu de ne pas avoir fait une chose ou de ne pas avoir fait l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, on est capable, dans nos différents styles de leadership et de rôle modèle, d'affronter tout ce qu'on a en face, parce qu'on est en paix avec c'est important d'être en paix. Hein, on est en paix avec les choix qu'on a faits, et on n'a pas l'impression d'avoir failli à l'un ou à l'autre. Et même si de temps en temps, c'est fatigant. C'est fatigant, oui, c'est dynamique, voilà, on va dire. Même si de temps en temps c'est dynamique, c'est pas grave. On arrive toujours à gérer. Il faut penser simple, il faut respirer profondément, et puis il faut continuer. Super, en tout cas, vous êtes toutes trois de magnifiques rôle modèles. Je vous remercie. Je sais que vous allez porter haut le flambeau durant toute l'année, et je vous encourage vraiment à participer, à aller dans des colloques. On va animé, on va avoir une continuité hein, sur tous nos rôles modèles, sur toutes ces femmes qui se sont proposées. Vous étiez plus de 120, encore une fois, à participer, et on va revenir vers vous très rapidement dès la rentrée, lors de notre conférence partenaire de rentrée, pour vous donner plus de détails sur le programme que nous allons mener. Mais nous allons avoir des rencontres entre nous, j'espère le plus nombreuses possible. Vous serez bien entendu réinvités pour repartager avec cette communauté, et donc to be followed. Vous allez voir plein de surprises à venir sur ce sujet. Je vous remercie énormément. C'était un très bel échange. En tout cas, ça m'a bien nourri. J'ai beaucoup aimé vous rencontrer à cette occasion. C'était une belle journée. Et je vous remercie aussi pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour les autres sessions d'Inspire Week.